Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Canon EOS RP. C'est un appareil photo qui m'a gentiment été prêté par Canon pendant 2 semaines. Donc j'ai pu faire une vidéo test complète. Donc j'ai testé en extérieur, en vidéo comme en photo. Et je vous dis tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout simplement, qu'est-ce que le Canon EOS RP? En fait, tout simplement, c'est le modèle entrée de gamme des boîtiers hybrides plein format à monture RF de chez Canon. Donc en fait, on a connu déjà le Canon EOS R qui est sorti il y a maintenant plus d'1 an. On connaissait déjà la gamme M, comme par exemple mon M50 que je vous ai fait en test. Et maintenant, on a le Canon EOS RF qui est un modèle plus light que le Canon EOS R, tout simplement. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce boîtier. On ne va pas s'étaler en longueur sur sa fiche technique parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, le Canon EOS RP est équipé du même capteur que le 6D Mark II qui est un 26,2 millions de pixels. Donc on retrouve vraiment le même type de capteur, on retrouve la même plage ISO que cet appareil photo. Donc ceux qui connaissent déjà ou qui ont déjà un 6D Mark II vont retrouver plus ou moins la même qualité d'image que celui-ci. On retrouve le même processeur, un DigiQuid qui est déjà apparu, qui est sur le marché depuis le M50, qui équipe l'EOS R, le M50, le M6 Mark II et maintenant l'EOS RP. Ce n'est pas le même processeur que dans le 5D Mark IV, qui lui est un Digi6+, donc 2 processeurs Digi6 on va dire en soi. Au niveau de la vidéo, Full HD, 4K, on retrouve vraiment tout ce qu'on connaît déjà sur les boîtiers hybrides de chez Canon. Au niveau de la construction, ça reste aussi très classique. On retrouve une construction en polycarbonate, donc comme du plastique. On n'est pas sur une construction en magnésium comme les EOS R ou comme les boîtiers Pro de chez Canon. On reste sur un boîtier plus entrée de gamme au niveau plein format. Maintenant, ça a son avantage parce que le boîtier ne fait que 440 grammes, donc c'est très léger comme appareil photo. C'est vraiment un avantage. Ce que je regrette parfois sur un 5D3 ou sur un 5D4, d'avoir ce poids en main. Là, par contre, avec ce boîtier, on a vraiment ce côté plus léger. Bien sûr, cet appareil photo dispose d'un écran orientable, comme l'EOS R, comme le M50, donc vraiment un écran qui pivote dans tous les sens. C'est un écran qui est assez cher aux vlogueurs parce qu'il est très pratique, parce qu'on a un retour vidéo directement sur le côté. C'est ce qui manque un peu chez les concurrents malheureusement, mais même je pense que c'est une question de brevet en tant que tel, ou simplement les autres marques veulent rester un peu différents. Mais franchement, cet écran orientable que Canon a, c'est vraiment un atout majeur au niveau de la gamme hybride et même réflexe, point de vue photo et vidéo surtout. Au niveau autofocus, là on retrouve un autofocus un peu différent de ce qu'on connaît déjà. Tout simplement, on va avoir un autofocus qui est plus ou moins similaire à celui de l'EOS R, mais qui est complètement différent à celui du M50 ou des réflexes tout simplement parce qu'on est sur de l'hybride, donc on a une cellule autofocus directement au capteur. Ça va être différent par rapport à une cellule de réflexe, donc on va avoir beaucoup plus de points de collimateur. Quand je dis beaucoup plus de points, on passe à 4779 points d'AF disponibles, donc plus ou moins sur 80% de la longueur et 100% de la hauteur, ce qui est quand même assez intéressant quand on fait de la photo animalier ou même de suivi en vol, par exemple sport ou autre, c'est assez pratique. On va aussi retrouver la détection de visage et de l'œil, bien sûr, depuis la mise à jour 1.4. Celle-ci est beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu. J'ai testé le boîtier malheureusement avec une mise à jour de 1.0, mais heureusement que mon EOS R lui est à jour, donc je peux tester l'autofocus justement qui est un peu plus précis. Donc si vous avez déjà un EOS R ou un RP, mettez-le à jour, vous allez voir une grosse différence au niveau de l'autofocus en général. Au niveau de la rafale, au niveau du nombre d'images par seconde que ce boîtier peut faire, c'est très simple, on va avoir 5 images par seconde en AF one shot, donc pas en AF continu, donc autofocus non continu. En AF continu, par contre, là, on va avoir que 4 images par seconde. C'est un peu peu pour un hybride plein format, mais voilà, sachant que la concurrence est capable de faire plus, en sachant que le M50, lui, monte déjà à presque 10 images par seconde, on sera attendu à avoir quand même 6 images secondes, un peu comme sur le 6D Mark II, sachant que c'est le même type de capteur. Là, on aurait dû avoir un peu plus quand même pour l'animalier. Voilà, j'ai un peu énuméré la fiche technique. Maintenant, nous allons parler un peu de la qualité du viseur, parce que oui, le point fort des hybrides et ce
ce qui fait la différence au réflexe, ben, c'est surtout le viseur. On passe plus d'un viseur classique, on va dire par optique, on va passer par un viseur écran. C'est ça la grosse différence avec le réflexe. Pour moi, c'est pas le meilleur du marché, ça c'est clair et net. Sur les EOS RP, on n'est pas sur le meilleur viseur, mais on reste sur un viseur qui est assez correct, qui est quand même plus ou moins bien défini, où on va retrouver le maximum d'informations au niveau des réglages et surtout de la photo. Le rendu reste très fidèle, on a vraiment quand même un rendu très propre dans le viseur. Au niveau du nombre de millions de pixels, tout simplement, c'est un viseur OLED de 2 millions de pixels, contrairement à 3 millions 100 pour l'EOS R, donc on a quand même une différence avec l'EOS R. Mais non, ça reste un très bon viseur où on va retrouver vraiment tous ces paramètres, et ça c'est vraiment un point positif à l'hybride par rapport au réflexe, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations et on a directement l'image que l'on prend en photo dans le viseur, et non comparé au réflexe où alors il fallait déclencher pour voir le rendu final de sa photo. Parlons maintenant photo directement avec ce boîtier, donc on va parler un peu de ce que moi j'en pense au niveau de la photographie. Alors au niveau de cet appareil, comme moi j'ai déjà pu tester le 6D Mark II, le seul reproche que j'ai un peu à lui faire, c'est sa plage dynamique qui n'est pas aussi grande que mon 5D III et voire aussi grande qu'un 5D IV. C'est parfois un peu ennuyant quand on travaille les roues et qu'on a une surexposition et des endroits où on est un peu plus sombre, on ne sait pas trop jouer avec ces deux éléments. Maintenant, ça reste un très bon boîtier, on ne va pas non plus dire qu'il est dégueulasse, hein. Loin de là, on est sur un très bon rendu. Au niveau, je veux dire, de sa plage ISO, moi j'ai pu monter jusqu'à 3200 en ayant des images très correctes. Au-delà, on commence vraiment à avoir une dégradation de netteté et de qualité. Mais voilà, c'est un boîtier qui est capable de monter facilement jusqu'à 12 800, il n'y aura pas de problème, il n'aura pas peur par rapport à ça. L'avantage aussi, c'est qu'on retrouve le dual pixel dessus, donc qui va vous permettre de jouer avec la netteté de ces photos et d'avoir un meilleur rendu encore via le post-traitement du logiciel Canon. Donc, Lightroom et tout ça n'est pas encore capable de travailler le dual pixel, il faudra passer par un autre logiciel et puis travailler sur Lightroom, mais ça va permettre quand même d'avoir de meilleures photos directement. Ce qui veut dire dual pixel veut dire aussi un nouveau fichier RAW, hein, donc on est sur un CR3, on n'est plus sur un CR2 chez Canon, ce qui veut dire que les anciens Lightroom 5 et 6 ne sont pas compatibles avec ces photos, donc il faudra passer sur la nouvelle suite ou sur un autre logiciel compatible. Au niveau de l'autofocus, au niveau animalier, voilà, j'ai pu le tester en Zélande quand je suis parti, j'ai pu le tester sur des oiseaux en vol, dans des conditions aussi un peu de basse lumière en forêt. Cet appareil photo s'est montré quand même assez réactif. J'ai pu suivre des oiseaux en vol sans aucune difficulté, qui a accroché directement, sans que j'ai limite fait ma mise au point sur le sujet. Il l'a directement accroché dans le viseur et puis voilà, j'ai pu cachoter. On va dire sur le nombre de photos que j'ai pu prendre, j'ai eu que 10% de déchets. Par rapport à mon 5D Mark III, ça me fait une grosse différence. Le temps qu'il fasse la mise au point et qu'il accroche le sujet, limite il était parti. Donc c'était un peu dommage parce qu'il me manquait un peu de collimateur à ce niveau-là. Voilà, c'est une question d'habitude, je veux dire en soi, mais ça reste un excellent boîtier au niveau autofocus. Et ça, c'est quand même le point fort de l'hybride en général. Parlons vidéo un petit peu maintenant, c'est un peu le petit point noir que je vais souligner sur ce boîtier parce que pour moi il n'est pas vraiment typé vidéo pure comme on va avoir avec un EOS R ou un 5D Mark IV ou même un Alpha 7 III ou ce genre de boîtier. On est plus pour des vidéos de souvenirs ou des petits reportages qu'on va faire, même du vlog c'est suffisant, on ne va pas demander plus. Pourquoi? Parce qu'en fait ce boîtier, on va avoir des formats trop compressés. Donc le format vidéo qui soit en Full HD, en 4K, est de l'IPB. Et l'IPB c'est un format très compressé, c'est en gros un JPEG, même encore un peu plus compressé. Donc on est vraiment sur un JPEG, on n'est pas sur un OLI où on va avoir un fichier moins compressé avec plus d'informations. Donc le débit des vidéos est un peu trop faible par rapport à un OLI. C'est un peu dommage parce qu'on va avoir une qualité vidéo qui n'est pas au top. On ne va pas avoir une possibilité de réglage aussi complète que par exemple sur mon EOS R qui me filme là actuellement, ou des débits par exemple en 4K, on est à 480 mégabits par seconde. Là on est largement inférieur, croyez-moi, et malheureusement ça laisse très peu de marge de manœuvre pour corriger la lumière, les zones sombres et surtout la colorimétrie de votre vidéo. Maintenant, ça reste pas un mauvais boîtier du tout parce qu'on va quand même retrouver une bonne qualité de vidéo malgré tout, en bonne condition de lumière, hein. Ça restera très bien pour faire des vidéos de voyage ou autre, même un peu de vlog, mais il ne faudra pas s'attendre à avoir un réglage vidéo très complet. Au point de vue 4K, comme je vous l'ai dit, comme chez Canon, tous leurs boîtiers ont ce fameux crop en 4K, donc il a un crop de 1.7. Pour le M50, c'était trop parce que j'avais déjà le crop APS-C plus le crop 1.7. Sur le RP, ça va, ça reste plus léger, donc
si vous mettez un 1740, ça ne vous fera pas un 1740, malheureusement en 4K. Canon, je ne sais pas pourquoi, crop toujours dans ses vidéos en 4K. Je ne sais pas trop l'intérêt non plus, parce que quand je vois que Sony ne le fait pas ou que d'autres concurrents ne le font pas, c'est un peu le point noir chez Canon. Moi, ça me dérange pas trop. Ça a surtout un avantage en animalier, parce que voilà, quand je suis à 400 ou 600 mm, ça me permet d'avoir un peu un zoom dans cette image sans perte de qualité justement. Et donc par exemple quand je suis à 600 mm, ça fait presque un 1000 mm au niveau vidéo et ça peut être très intéressant si les sujets sont très loin. Ça peut être sympa en animalier effectivement. Ce qui veut dire nouveau boîtier, nouvelle monture, bien sûr, cette EOS RP embarque une monture RF qui est totalement différente à la monture classique EF qu'on connaît depuis des années. Cette nouvelle monture en fait a pour but d'apporter des nouvelles technologies, bien sûr, intégrées à l'objectif, comme la nouvelle bague de réglage. Donc on a la bague de zoom, la bague de mise au point, et maintenant on a une nouvelle bague de réglage qui va vous permettre de gérer soit vos ISO, votre ouverture ou votre vitesse qui est entièrement paramétrable dans cet appareil photo. Parce que oui, le gros avantage des EOS R et RP, c'est que les touches sont entièrement paramétrables à souhait. Donc vous pouvez tout modifier, tous les molettes, les boutons, etc. et le personnaliser à votre goût, et c'est ce que moi j'ai fait avec mon EOS R, il est personnalisé à mon goût, et c'est un gain de temps, surtout en photo et en vidéo. Mais on voit où Canon se dirige tout doucement avec ses nouveaux objectifs, et on va retrouver vraiment une qualité d'image qui est excellente. Voilà, on arrive tout doucement au dernier point de cette vidéo. Le dernier point, pour moi, qui est le plus important en animalier et en photo nature, c'est la construction et l'étanchéité, surtout le côté étanchéité. Ce boîtier, comme je l'ai dit, est construit en polycarbonate, donc qui est une matière plastique, on va dire en soi. Au niveau étanchéité, il a juste des joints anti-poussière et humidité à 80%. Donc ce n'est pas un boîtier que vous allez emmener dans des endroits où la pluie est battante, comme en Écosse. Il faudra faire attention, il faudra le protéger, parce que voilà, il n'est pas prévu pour ça. Maintenant, je ne dis pas qu'une petite pluie fine va le tuer, mais il faut quand même faire attention, parce que tout simplement, il n'est pas du tout tropicalisé à 100%. On reste sur une petite tropicalisation. En animalier, ça peut être un peu ennuyant parce qu'on ne sait jamais trop comment le temps va se tourner, surtout en Belgique, on peut très bien avoir du soleil et puis dans l'heure qui suit, avoir une grosse pluie. Donc voilà, prévoyez toujours d'avoir un petit sac de protection avec lui, donc un Lenscope ou ce genre de choses, ça va vous permettre de protéger votre appareil photo. De toute façon, c'est recommandé avec n'importe quel appareil photo, qu'il soit tropicalisé ou non, parce que même un 5D Mark III qui est tropicalisé peut avoir aussi des infiltrations d'eau suivant la quantité, bien sûr, et le taux d'humidité. Donc juste bien faire attention, mais voilà, l'avantage c'est qu'on aura un boîtier qui est quand même léger, qui n'est pas spécialement aussi solide qu'un EOS R, mais qui restera quand même de très bonne qualité et au niveau prise en main, qui reste très bien. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de la vidéo. Enfin de YouTube simplement, mais aussi de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore exactement sur quoi, je regarde un peu par rapport à la météo de ce que je peux vous tourner. Sur ce, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!